On m'a récemment suggéré cet article, Rubik's Cube, donc cube de Rubik, et théorie des groupes de Jérôme Daquin, encadré par, alors là je ne sais pas dire cette chose-là, M puissance DE, d'ailleurs M puissance DE que j'ai rencontré dans le codage RSA. Sinon, je me perds en conjecture. Voilà, bon, bref. Est-ce que c'est une particule qui se serait surélevée? Peut-être Monsieur de Beauvic, je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais en tout cas, Jérôme Daquin a écrit ce petit article sur la théorie des groupes dans le Rubik's Cube. C'est vraiment un article sympa. Je vais en donner quelques lignes, sans rentrer dans les détails des preuves, évidemment, parce que le détail des preuves est absolument inextricable des fois, hein, parce que, bon, sans doute, on est face à un groupe énorme, et on sait qu'il y a derrière beaucoup de travail pratique et peut-être aussi de programmation. Ce que j'aime bien, en fait, dans cet article, c'est qu'il va décrire, par un théorème fondamental, ici, le, le groupe comme j'aime qu'il soit décrit, c'est-à-dire comme on aime, hein, voilà, quand on est groupiste, c'est-à-dire à l'aide de groupes classiques, voilà, bon, on connaît un certain nombre de groupes classiques, et d'une certaine syntaxe. Ici, la syntaxe, ça va être le produit direct et le produit semi-direct. Entre parenthèses, bon, le produit semi-direct n'est plus au programme à la grecque. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même une syntaxe qui n'est pas trop difficile. Et du coup, c'est un petit peu dommage qu'il ait disparu de l'agrégation et qu'il soit plus dans le vivier commun national français des mathématiques. C'est un peu dommage. Bon, voilà. En tout cas, bon, on va rappeler un petit peu le produit semi-direct. Et le groupe des transformations, c'est-à-dire le groupe des possibles dans les transformations du cube de Rubik, c'est un groupe qu'on peut décrire très facilement, hein, voilà. C'est ça qu'il faut retenir globalement. Et puis après, bah, des jolies conséquences qui vont parler, bah, qui vont pas forcément, tout ça, ça va pas forcément parler au type qui voit concrètement le cube de Rubik's, celui qui arrive à le faire en 15 secondes, voilà. Non, ça va pas lui parler forcément. Mais ça parlera au groupiste, et c'est déjà pas mal, c'est déjà plaisant. Alors, avant d'attaquer ce théorème fondamental du cube, il faut préciser les choses. Qu'est-ce qui va être important pour nous? Présenter le cube de Rubik, mais de bonne façon, de bonne manière, afin de ne pas se perdre dans des détails inutiles. Il y a une bonne façon, il y a un bon point de vue sur le cube de Rubik, évidemment. La première chose, c'est qu'il y a des 6 faces, et ces 6 faces, il va y avoir bah, sur une face 9 facettes, dont une qui est fixe. Celle-là, elle ne va pas nous intéresser parce qu'elle est fixe. C'est les facettes mobiles, les 8 facettes mobiles qui vont nous intéresser. Donc il y a en gros 48 facettes mobiles et on va permuter ces 48 facettes. Alors pour l'instant, on est dans S48, mais évidemment le groupe de permutation. Mais ça, c'est évidemment trop grand. Alors, on va faire comme on fait dans un espace vectoriel, fixer un repère, et on va fixer une fois pour toutes une face U, up, D, down, F, front, B, back, R, right, et L, left. C'est bien en anglais, c'est mieux que le français pour ça. Pourquoi on passe à l'anglais? Parce qu'en français, on aurait eu peut-être devant et derrière, ça aurait été D et ça aurait pas marché. Donc c'est pas, voilà, hein, donc c'est pas juste pour faire de l'anglais pour l'anglais, c'est pour avoir des lettres différentes. Et donc maintenant, les lettres capitales vont correspondre mouvement élémentaire, évidemment, qu'on imagine très bien. Donc R, par exemple, grand R,
c'est la rotation de la face droite de 90 degrés dans le sens horaire, etc. Donc pour l'instant, on a un groupe engendré par R, L, U, D, B, F. Et ce groupe n'est pas libre, évidemment, hein, sinon ce serait infini. Or, c'est fini, bon, évidemment, puisque c'est dans S48. Et il va falloir essayer de comprendre comment ces, ces- ces opérations élémentaires sont intriquées. Donc il va appeler le groupe de Rubik légal, le sous-groupe de S48, engendré par ces 6 permutations élémentaires. Alors ce qui est important maintenant, c'est de comprendre qu'on ne va pas regarder les facettes. C'est pas intéressant de regarder les facettes. On va regarder les petits cubes dans le grand cube. Et il y en a de 2 types. Il va y avoir des petits cubes qui sont des cubes coins. Voilà, comme ceci. Alors là, il y en a autant qu'il y a de sommets du cube, donc il y en a 8. Mais attention, chaque cube coin possède 3 facettes. Vous voyez ici, dans cette vision développée du cube, hein, on a un cube coin avec des facettes, là, 6, 5, 21. Donc, les cubes coins, ils ont des facettes et on va numéroter les facettes de 1 à 24, puisqu'il y a 3 fois 8 finalement, ça fait 24, d'accord? C'est là, donc avec U, R, D, B, F, L, que vous voyez ici. Et il y a des cubes arêtes. Alors attention, ça pique aux yeux les fautes d'orthographe, mais c'est pas grave. Eh bien, pareil, on va avoir 4 cubes arêtes ici, des mini-cubes, hein, c'est des cubes dans le cube, par face. Voilà. Mais chaque cube arête, lui, possède 2 facettes au lieu. Quand je dis facettes, c'est les facettes visibles, évidemment, hein. À l'intérieur, il en possède, mais on ne les voit pas. Donc, on ne va pas regarder les couleurs, vous voyez, il n'y aura pas de couleurs, il y aura simplement des cubes coins et des cubes arêtes. Les cubes coins ont 3 facettes visibles et les cubes arêtes ont 2 facettes visibles. Donc pareil, il y en a 24. Donc globalement, les facettes sont numérotées de 1 à 48. 1 à 24, ça va être les facettes des cubes coins. Et 25 à 48, les facettes des cubes arêtes. Alors, on a bien sûr nos mouvements élémentaires qui vont s'exprimer ici. Par exemple, si on fait sigma U, ça va s'exprimer comme un produit de 4 cycles. Par exemple ici, vous voyez bien que si vous tournez, vous allez avoir 1 qui va aller vers 4, quand on tourne de 90 degrés, vers 3, vers 2, ici, et 9 va se retrouver vers 17, qui va se retrouver vers 11. Bon, il y a une erreur là. Il n'y a pas qu'une erreur, il y en a une autre ici. Ici, par exemple, il faut mettre 11. Là, il faut mettre 12. Là, il faut mettre 13. Et là, il faut mettre 16. D'accord, donc bon, c'est une petite correction personnelle. Bon, c'est comme ça. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, des erreurs. Ça apparaît spontanément dans tous les articles, surtout un article comme celui-ci, hyper technique. Et vous allez avoir 10 qui va aller sur 18, qui va aller ici vers 12 et qui va aller vers 20. Voilà. Donc, sigma U, donc dans cette représentation par permutation, hein, donc ça, U en fait c'est une rotation de l'espace, mais ça va se représenter, pour ceux qui ont vu le groupe du tétraèdre, et voilà, comme une représentation, il y a une action de groupe évidemment, donc un morphisme vers un groupe de permutation, eh bien ça va se représenter comme ceci, et les autres vont se représenter, les 6 autres vont se représenter, c'est toujours des produits de 4 cycles à support disjoint, et on fait pareil pour les cubes arêtes. On a cette fois-ci des produits de 2 4 cycles à support disjoint. Alors maintenant, si vous voulez, ça c'est quand on regarde l'action sur les facettes. Mais comme on va décomposer le mouvement,
on va regarder l'action sur les petits cubes. D'accord? Alors évidemment, ça simplifie les choses, c'est une simplification, et ce qui nous intéresse, c'est comment ça va jouer sur les facettes, parce que c'est les facettes qui comptent quand on veut faire le Rubik's Cube. Mais dans un premier temps, on va simplifier les choses en regardant l'action sur les petits cubes. Et là, sur les petits cubes, évidemment, U par exemple, ça va être un seul cas de cycle, parce que je vais identifier, par exemple ici, 5, 6 et 21. Et ici, par exemple, 8, 16, je vous rappelle qu'ici c'est 16 et 24. Donc il n'y aura qu'un seul cas de cycle à partir du moment où on regarde l'action sur les petits cubes. Et de la même manière, il n'y a qu'un seul cas de cycle ici, quand on regarde l'action sur les cubes arêtes, ce qui explique ici le fait que tout à l'heure on avait un produit de 3 cas de cycle à support disjoint, et là 2. Donc en fait, il y a 8 cubes coins et 12 cubes arêtes, puisque dans un vrai cube, il y a 8 sommets et 12 arêtes. Donc, on a une action, donc l'action simplifiée, hein, l'action intermédiaire, hein, simplifiée du groupe du cube de Rubik, de tous les mouvements qu'on peut faire, hein, qui est un groupe. Hein. C'est clair que ce sont des transformations et dont on peut trouver à chaque fois une inverse, et quand on les compose, on obtient encore une transformation. Donc le fait que ce soit un sous-groupe, ça c'est clair. Mais il va agir cette fois-ci sur S20, donc 12 plus 8, hein, ça fait 20, mais en fait, il agit sur 12 d'une part et 8 d'autre part. Donc il va s'envoyer, le cube de Rubik va s'envoyer, mais pas injectivement, hein, dans S12 croix S8. Donc on va envoyer une transformation du cube, la transformation sur les cubes arêtes et la transformation sur les cubes coins. Donc quand on voit la transformation sur S20, en fait, chaque élément de S20 atteint par le groupe groupe de Rubik, est un produit à support disjoint d'une permutation de S12 et d'une permutation de S8. On a décomposé 20 en 12 plus 8. Donc ces permutations, on va les appeler taux indice G et sigma indice G, ce qui fait que là-dedans, on a taux G fois sigma G. Eh bien, la première remarque qu'on fait, c'est que ici, l'action du groupe a son image à l'intérieur du sous-groupe alterné A20. Ça veut dire que ce qu'on obtient ici, les ρ G, sont de signature toutes 1. Oui, pourquoi? Parce qu'on montre que les deux signatures ici sont égales. Toujours. Effectivement, si on décompose G en opérations élémentaires, les up, right, left, etc., eh bien, on remarque que chaque opération élémentaire correspond à un 4 cycles ici et un 4 cycles ici. Donc, dès que vous avez un 4 cycles, ici vous avez une signature -1, là une signature -1. Donc vous avez toujours la même signature pour les opérations élémentaires. Donc du coup, pour toutes les opérations de G, qui va se décomposer en opérations élémentaires, vous aurez la même signature. Comme vous avez la même signature, eh bien ici, ça veut dire que vous avez, comme ρg est égal à tau G fois sigma G, vous allez avoir une signature 1. Voilà, bon, c'est déjà un début. Et maintenant, on va regarder plus précisément chaque petit cube, les cubes coins avec les 3 facettes et les cubes arêtes avec leurs 2 facettes. Et on va les numéroter. L'idée n'est pas de regarder les couleurs, comme on aura envie de le faire quand on tient le cube dans les mains, mais de regarder chaque cube muni de leur numérotation. Alors, on est sur le dessus, là, sur le up, et on a nos 4 cubes coins, en tout il y en a 8, je vous le rappelle, et on va les numéroter, non pas par leur couleur, ça va nous perdre, mais par ici 0, 2, 1, quand on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Voilà. Ça y est, maintenant,
on a tous nos cubes coins. Alors pareil, on va faire pareil en dessous. Et non seulement on va numéroter les facettes de chaque petit cube, comme ça, donc on aura numéroté nos 8 facettes, mais en plus on va numéroter nos 8 petits cubes. Voilà, ils sont numérotés comme ça, les 8. Donc ici, c'est up, front, left. Donc up, front, left, ça va être celui-ci. Donc lui, ça va être le 1, 2, 3, 4, puis 5, 6, 7, 8 en dessous. Donc là, on a numéroté ici les 8, et pour chacun, on va regarder quel est le scalaire, 0, 1 ou 2, qui va se situer là où était situé le 0. Par exemple, x1, ça va être ce qu'on va voir ici. x2, ce qu'on va voir ici, etc., etc. Parce que quand on va bouger, évidemment, il va y avoir du mouvement, des petits cubes, mais aussi des mouvements, des facettes du cube. Et donc on va rendre compte de l'orientation de ces cubes coins grâce à cette fonction f, qui va ben voilà, on avait tout à l'heure un groupe S8, maintenant on a un autre groupe Z sur 3Z puissance 8, groupe additif. Alors voici f de R, pour les opérations élémentaires, hein, voici f de R, que vous pouvez vérifier sur un petit cube. Je n'ai pas vérifié s'il y avait des erreurs. À mon avis, non, il a fait attention, parce que ce qu'on remarque, c'est que la somme fait toujours 0. Donc vous voyez qu'on ne peut pas avoir n'importe quoi, on ne va pas avoir une surjectivité en quelque sorte, puisqu'on a des 8 tuplés dont la somme fait toujours 0, bon, modulo 3 évidemment. Donc vous avez compris que l'image, bah oui, c'est un petit peu normal hein, qu'on ait pas forcément normal qu'on ait un hyperplan. Là, c'est l'hyperplan canonique, hein, ce qu'on appelle l'hyperplan canonique, mais c'est normal qu'on ait un sous-groupe, parce que ça va être des actions, l'action d'un groupe, son image va être un sous-groupe, hein, évidemment. Et on fait pareil pour les 12 cubes arêtes, on les numérote de 1 à 12, et on obtient un vecteur de Z2, évidemment, cette fois-ci, puissance 12, qu'on va appeler T de G. Donc on a une fonction F, une fonction T, qui s'applique à un mouvement du groupe du cube de Rubik. Alors maintenant, on a un résultat assez attendu, la proposition 2, 3, et un autre aussi assez attendu, c'est que f de GH, donc attention, f de GH, on va dans un groupe, évidemment, un groupe additif, donc on aurait envie que ce soit f de G plus f de H, mais ça c'est un petit peu naïf, c'est f de G plus f de H qui est permuté par sigma G. Alors je vous rappelle que f de H c'est un 8 tuplet, et sigma G c'est un élément de S8, qui correspond, donc le 8 tuplet correspond aux 8 petits cubes coins, et lui, il permute les petits cubes coins. Pareil pour T, ici, hein, avec les cubes arêtes. Alors donc là, la preuve est assez simple. Alors pour lui, effectuer le mouvement GH, c'est effectuer d'abord G puis H. Bon, d'accord, on respecte, il fait les choses à l'envers par rapport à la théorie des groupes, mais bon, c'est bon. Donc, le mouvement G réoriente le cube via la donnée f de G. Donc chaque petit cube va être réorienté avec la donnée f de G, bon, déjà. Et le mouvement H réoriente les cubes, mais après action de sigma G sur le cube de f de H. Donc on a ça. Et du coup, on arrive à montrer ceci grâce à, d'une part, ces égalités au niveau élémentaire, donc sur les opérations élémentaires, et ces égalités-là, qui vont respecter, finalement, puisque une permutation, ça respecte, ça c'est un hyperplan canonique, donc les permutations respectent la somme. Donc la somme va rester nulle. Alors là, l'auteur
va redéfinir le produit semi-direct. D'abord une action de groupe sur un ensemble. Voilà. Bon, ça, est-ce que... Voilà, normalement, c'est pas répété, hein, mais bon. L'action possède des axiomes. Et ici, une autre façon de parler de l'action, c'est un morphisme de groupe de G dans le groupe de permutation de X. Alors maintenant, on attaque le produit semi-direct. On a H et K de groupe. H est muni d'une action de K. Ça, c'est pas très délicat. D'abord, vaut mieux appeler K ici parce que K c'est comme kernel et c'est un sous-groupe distingué. C'est lui qui va être distingué. Mais bon, ok, allez, c'est pas grave. Et puis c'est une action de K par automorphisme. Sinon, ça marche pas. Donc c'est K qui agit sur H et K s'envoie non pas sur SH mais sur haute H, c'est-à-dire le groupe des automorphismes de H. Et donc, on définit cette loi, HK et HK', on définit un produit, c'est H fois K agissant sur H' et KK'. Donc ici, c'est le produit normal de K. KH', c'est un élément de H, c'est K qui agit sur H, et on a un élément de H qu'on multiplie par petit h. Et ça nous fait une loi de groupe. Donc là, bon, il a encore mis les choses à l'envers. Non, là, il y a plein de choses qui sont à l'envers. Donc Sn, là, c'est plutôt K, puisque c'est l'action de K. Et lui, c'est plutôt H, ici. On a une action de K sur H, c'est-à-dire de Sn sur Z puissance n. Donc ça, c'est Z sur Kz. Hein. Sn agit évidemment par permutation sur les n uplets. Voilà. Et quand on va regarder le produit semi-direct que l'on obtient là-dessus, parce qu'ici, on va avoir un groupe, ici, on a un groupe additif, là, on a un groupe pour la loi rond, on regarde le produit semi-direct, d'accord? Alors, le produit semi-direct, c'est sur l'ensemble produit cartésien de lui par lui, et la loi de groupe est donnée comme ceci, avec l'action de Sn sur Z sur Kz puissance n, hein, l'action par permutation sur les coordonnées. Eh bien, on va obtenir exactement ceci, par définition. Bon, les choses ont été, vous voyez, hein, les choses ont été inversées. C'est K, il est passé à gauche ici. C'est bon, l'article aurait mérité un peu plus de travail, mais bon, voilà, c'est un mémoire, on sait ce que c'est. Et pareil, donc on a un gamma coin. Alors là maintenant, on va avoir des morphismes plus précis. Hein. Donc le groupe de Rubix, donc quand on a G, on va lui associer sigma G, mais on sentait bien que sigma G, c'était pas suffisant parce que les cubes ont 3 facettes, mais on va voir aussi la transformation sur les facettes des cubes coins avec cette fonction f. Et en fait, bah, on va avoir, d'après la proposition 23 de tout à l'heure, qui était ici, un morphisme de groupe qui va du groupe du cube de Rubix vers le produit semi-direct de S8 par S3 puissance 8, et pareil pour les arêtes. Donc maintenant, ça y est, on a déployé complètement notre G avec une syntaxe et des mots. Alors ce que j'appelle les mots, bah, c'est les groupes classiques, et la syntaxe, bah, c'est les produits. Donc ici, on va avoir un produit direct de deux produits semi-directs. Parce qu'il va agir d'une part sur lui et d'autre part sur lui. Et évidemment, comme les supports ici et ici sont disjoints, ça va commuter. Donc on va avoir un produit direct entre ces deux groupes. Voilà. On va pouvoir reconstituer le groupe de Rubik avec tous ces mots et cette syntaxe. Donc pour l'instant, là où on en est, c'est que à un mouvement du cube, on va lui associer sigma tau, ils ont la même signature, on l'a vu, et on va associer f et t, et ça c'est des éléments d'un hyperplan. Hyperplan qu'on appelle hyperplan canonique.
Donc maintenant, on peut parler, parce que tout à l'heure je ne pouvais pas encore en parler, mais ce qu'il appelle les mouvements licites ou pas, ça va être des sigma F, tau, T, avec sigma dans S8, tau dans S12, F dans Z sur 3Z puissance 8, T dans Z sur 2Z puissance 12. Donc ça, c'est les mouvements, les mouvements possibles ou pas. Voilà. Et en fait, on voit pour l'instant que tous les mouvements ne sont pas possibles. Il y a les contraintes qui sont ABC. Eh bien, là, c'est très joli. La réciproque est vraie, c'est-à-dire si on vérifie ces contraintes, alors on a gagné, on peut trouver un mouvement qui réalise les éléments sigma, F, tau et T. C'est le théorème fondamental du cube. Alors dans un sens, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, la surjectivité sur ces contraintes, là c'est un petit peu plus difficile. Alors comment il le démontre? Ben, ça, là c'est la partie hyper technique, la partie, bon, je ne vais pas regarder ça en détail évidemment. L'idée est de partir d'un élément qui vérifie les contraintes et de le ramener avec des mouvements élémentaires vers 1, 0, 1, 0. Donc 1, c'est l'identité de S8. 0, bah, c'est le 0 de Z sur 3Z puissance 8. 1, c'est l'identité de S12. Et 0, c'est l'élément neutre. 1, 0, 0, 0, 0, 12 fois de Z sur 2Z puissance 12. Voilà. Il faut se ramener à ça par des mouvements élémentaires. Donc, on positionne les cubes coins. Donc, il y a un mouvement qui nous amène à 1, sigma vers 1. Et le reste, on s'en fiche. Ensuite, à partir de 1, il existe un mouvement, alors évidemment les mouvements vont être de plus en plus compliqués, qui nous amène vers 1, 0. Ensuite, on a 1, 0, 1, et ensuite 1, 0, 1, 0. Voilà. Donc c'est une suite de mouvements. Et là, bon, si on accepte l'ensemble de ces propositions, alors la preuve est évidemment achevée. Et là, voilà. Hein, donc l'idée, donc les propositions, elles vont de 2,5 à 2,8. La proposition 2,5 ne pose pas de problème. La proposition 2,6, bah là, ça commence à être plus problématique pour avoir, mais on s'en sort. La proposition 2,7, ça devient compliqué. Et la proposition 2,8, évidemment, on s'y attend, elle est affreuse. Et donc, comme corollaire, ben, le cube de Rubik est isomorphe à un sous-groupe de ce produit semi-direct, avec A, B, C sont vrais. Alors, c'est pas très précis. Maintenant, on a plus précisément, grâce à B et C, que c'est un sous-groupe de l'hyperplan ici et l'hyperplan là. Donc on a transformé Z sur 3Z puissance 8 et Z sur 2Z puissance 12 par finalement l'hyperplan. Hein, donc c'est Z sur 3Z puissance 7, puisque c'est l'hyperplan. Voilà, ici pareil, c'est puissance 11. Mais maintenant, ce groupe-là n'est pas encore, il est encore trop grand, parce qu'il ne considère pas la condition petit a qui dit que la signature ici et ici, c'est la même. Donc en fait, le groupe de Rubik, on va prendre C, on va regarder le morphisme qui va envoyer sur 1 moins 1 le produit de la signature ici et de la signature là, donc ça va être un morphisme de C dans 1 moins 1, et le groupe de Rubik, ça va être le noyau de ce morphisme. Voilà. Donc maintenant, on a son cardinal, parce que C, son cardinal, c'est 3 puissance 7 fois 2 puissance 11 fois factoriel 8 fois factoriel 12. Donc là, comme le cube de Rubik est d'indice 2, donc ici, il aurait dû mettre d'indice 2. Donc on va avoir 2 puissance 10 au lieu de 2 puissance 11. Et voilà, on a le cardinal du groupe de Rubik. Donc il trouve ensuite le centre du
du groupe du cube de Rubik, et il possède deux éléments. Donc l'élément trivial évidemment, et l'autre élément, c'est sigma f tau t, où bah, f est nul, sigma c'est l'identité, tau c'est l'identité, mais t c'est l'élément canonique d'ordre 2 dans z sur 2z puissance 12. Donc ça veut dire que cet élément qui est appelé dans le Rubik's Cube le superflip, eh bien il commute avec tout. Voilà. Si vous commencez par le superflip ou vous finissez par le superflip, eh bien ça revient au même. Ensuite, il cherche les mouvements d'ordre 2. Hein, donc d'ordre 2, ça veut dire que x sigma, qu'est-ce que c'est que... Donc s'il est d'ordre 2, ben, comme on a un produit direct au départ de produit semi-direct, il suffit que ce soit d'ordre 2 dans chaque produit semi-direct. Et d'ordre 2 ici, ça veut dire que pour tout i, bah, ça veut dire d'abord que sigma est d'ordre 2, et ça veut dire que xi plus x sigma de i est égal à 0. Voilà. Puisque ça veut dire que c'est quand on fait la somme avec lui-même, mais ça c'est une somme tordue, finalement, ça va faire 0. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à cause de ce sigma. Donc on regarde, puisqu'on est dans S8, on est en train de regarder juste les cubes coins pour l'instant. On regarde quels sont les éléments d'ordre 2, bah, c'est les transpositions, les produits de 2 transpositions, 3 transpositions, 4 transpositions. On a des formules de Cauchy qui nous donnent combien on en a. Et ensuite, on cherche, alors là ici c'est un indice, ici c'est pas x fois, c'est x indice sigma de i, et on a les choix possibles. Donc on peut voir les éléments d'ordre 2, voilà, les éléments, quand on les fait deux fois, on retombe sur la même chose, et les avoir tous. Voilà, je passe un petit peu vite dessus. Quelques sous-groupes au pluriel ici du groupe de Rubik. Bon, j'ai l'air d'être chiant avec l'orthographe, mais en fait je m'en fiche, c'est juste que j'ai des réflexes. On a le groupe des quaternions. Alors, bah oui, alors il exhibe un groupe des quaternions, un sous-groupe du groupe de Rubik, qui est isomorphe au groupe des quaternions. Je vous rappelle que A, en fait, c'est I, et B, on l'appelle J. I est d'ordre 4, bien c'est bien connu, c'est comme le I des complexes, et J, bah pareil, il est d'ordre 4 aussi, et I2 est égal à J2. Mais là, on l'appelle A et B. C'est un groupe d'ordre 8, et si on prend A0 égale cette horreur-là, alors MR, je pense que c'est R, ici, hein, tout simplement, alors on va retrouver le groupe des quaternions. Et il y a un truc vraiment magnifique, on a une interprétation homographique de U et F. Alors, U et F. Donc, quand vous regardez U et F, vous avez combien de cubes coins? Vous en avez 4 pour U, 4 pour F, mais en fait, ils en ont 2 en commun, donc ça fait 4 plus 4 moins 2, ça fait 6. Et 6, c'est le cardinal de P de F5. P de F5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc les éléments de F5, plus l'infini. Donc ici, ça fait 6 éléments. Et on sait qu'on a une action par homographie sur P de F5. Les homographies, c'est AX plus B sur CX plus D, qui sont représentées par les matrices A, C, B, D, comme ceci, à scalaire près. Et en fait, quand on va manipuler grand F et grand U, il se trouve qu'on peut trouver une façon de labelliser les 6 éléments qu'on a sur U et F, de sorte à ce que la fonction petit f associée à l'opération élémentaire grand F, c'est une homographie, ici. Donc on a une règle, comme on a l'infini là-dedans, la division, elle est donnée par une règle avec l'infini, divisé par l'infini, c'est donné 0, quand on fait l'infini sur l'infini, ça fait 1, quand on multiplie par l'infini, ça fait l'infini, bon, toutes ces choses-là, voilà. Et en fait, on a une homographie, ici,
et une autre homographie pour U. Voilà. Donc en gros, on a une matrice ici 1, que je dis en colonne 1, 1, moins 1, 1, à coefficient dans F5. Et ici, une matrice 3, 1, 3, 0. Voilà. Eh bien, en fait, ces homographies habitent dans le groupe projectif PGL2 de F5 et le sous-groupe engendré par F, grand F et FU, il montre que c'est PGL2 de F5 parce qu'il arrive à partir de FF et FU à en obtenir une famille célèbre de générateurs. Voilà. D'abord de générateurs de SL, parce que SL est engendré par des transvections, on arrive à obtenir des transvections au niveau matriciel. Et ensuite, avec une petite astuce, on a tout GL. Voilà. Donc ça veut dire que on arrive à obtenir le groupe PGL2 de F5, dans lequel il y a le groupe SL2 de F5, qui est isomorphe à A5, qui est le groupe simple à 60 éléments. Eh bien, ce groupe-là est un sous-groupe du groupe de Rubix. Voilà. C'est la preuve. Et ça se termine comme ça. Voilà, tout est bien qui finit bien.